Est-ce que tu peux deviner pourquoi on n'utiliserait pas des patates russet? Je connais pas assez les patates roussettes pour dire, mais j'ai l'impression, que ça a rapport avec genre, soit la densité ou le niveau de moisture, c'est quoi, D'humidité? d'humidité de la patate. Parce que, tu sais, dans un sens, tu la coupes, Mhm. puis quand tu la fais frire ou tu la fais cuire, ben elle change vraiment de texture. Mhm. Fait que j'ai l'impression que ça aurait rapport à ça, mais ça, c'est mon uneducated guess. J'ai C'est aucune idée. c'est quand même une bonne théorie. En fait, c'est parce qu'une pomme de terre russet, elle a une teneur en sucre beaucoup plus Ah. élevée que la pomme de terre moyenne, ce qui produit une chip plus foncée. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ma recherche. Les compagnies modernes, comme Lay's, qui dirigent la production de chips à l'international, puis qui ont vraiment une emprise énorme sur le monde de la patate. Ce qui demande de plus en plus, c'est de se faire livrer des chips, pas des chips, mais des chippin' patates qui sont parfaites, qui n'ont pas de poc dessus, qui n'ont pas de traces de couleur. Souvent, les patates, quand ça pousse, il va y avoir des petites traces vertes. C'est complètement normal, ça change pas la saveur. Puis il y a beaucoup de recherches qui ont démontré que les gens s'en foutent. Malgré tout, Frito-Lay's, ils demandent à ce que leurs patates ils soient parfaites. Puis sinon, ils peuvent soit diminuer le montant qu'ils vont donner aux fermiers, ou ils peuvent rejeter entièrement la batch de patates. Ah ouais, tant que ça. Même pour quelque chose, comme on dit, qui les gens s'en foutent. Ouais, c'est maintenant rendu un des plus gros points de stress de producteurs de patates parce qu'ils doivent s'assurer que leurs patates soient parfaites puis qu'elles soient maintenues dans des conditions optimales où est-ce que le sucre dans la patate ne va pas devenir des amidons, ça va pas produire des chips trop foncés. Fait que maintenant, il y a des sortes de patates spécifiques qui ont été cultivées pour s'assurer que ça arrive pas. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que Coverbridge, ils ont dit, ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui est important pour le consommateur. On va juste produire des chips de qualité avec les patates qu'on a. Moi, je trouve c'est ce qui fait le plus de sens. Puis aussi, je commence à avoir un peu peur des chips de Lay's qui sont complètement blanches, qui n'ont pas de marque ou quoi que ce soit, parce que c'est comme si on voulait qu'un produit qui est organique, qui vient de la terre, soit absolument parfait, alors qu'il y a une certaine beauté dans son petit caractère. Je sais pas, il y a quelque chose. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que, tu sais, c'est pas comme une chip Pringles qui est, on sait que c'est entièrement, transformés. Ils sont tous transformés. Mais je veux dire. C'est une purée qui est reshapée. Exactement, qui est mis dans cette forme-là. Tandis que les autres, on peut s'imaginer que ça a été la patate, tu sais, que c'est une tranche de la patate. Fait que si elle est trop parfaite, c'est presque sketch. Hein. C'est ça. Puis il y a quand même quelque chose de satisfaisant dans une chip qui est, admettons, une chip cuite à la marmite qui a des shapes, qui a des vagues. Moi, je trouve ça... Des couleurs différentes. C'est ça. Mais tu sais, je veux pas être une femme qui sexualise la patate, mais moi, je trouve qu'une chip qui est comme pas parfaite, c'est sexy. On dirait vraiment que je veux coucher avec une patate. Surtout maintenant que j'ai dit que je vais être la mascotte. Mais je sais pas! J'aime ça, une chip qui a du caractère. Tu sais, je veux pas que ça ait l'air comme si c'était genre mass-produced. J'aime ça que ça ait l'air d'une patate. Je comprends. Ouais. Tu veux un peu de cachet sur ta pomme de terre. C'est ça. Là, je pense que je vais te créer un nouveau king sur TikTok, mais je peux avec ça. Là. Mais tu vois... Moi, je vais te king shame. Aujourd'hui, l'entreprise et plus particulièrement le fondateur, Ryan Albright, il adore promouvoir qu'il s'agit d'une entreprise familiale. Ce qui est vraiment quelque chose qui est devenu lié, c'est pas fusionné avec l'identité d'entreprise. Puis ça, là, ça a causé beaucoup de problèmes. Ah? Mais comment ça? Fait qu'en 2013, les employés ont voté pour la syndicalisation, en partie parce que les salaires étaient vraiment bas. Le salaire de départ à Covered Bridge était 10,30$, alors qu'à Old Dutch, qui est dans la même région, était de 14,50$. OK, ouais, je comprends. Ça part pas, mais là, j'ai compris l'affaire de... Excuse-moi, t'as dit, tu sais, compagnie familiale. Puis là, au début, j'étais comme, ben, tu sais, c'est cool, it's in the family, ça va. Mais là, après ça, j'ai eu l'espèce de, quand tu travailles ici, c'est comme une belle grande famille. C'est puis ça. C'est genre red flag. Red flag. Run out, là, va-t'en. C'est ça. Il y a un employé
qui a déclaré avoir reçu une seule augmentation de salaire en 5 ans. Est-ce que tu peux deviner c'était quoi le montant? On parle encore en termes de l'heure, là? Ouais. J'ai goût de genre vraiment low ball de quoi comme 50 cents de l'heure. Genre, il y a eu une augmentation en 5 ans. Fait que je me dis, tu sais, il a pas fait, bon, OK, là, on te pardonne, on va te donner 2,50 de plus d'une shot. C'était une augmentation de salaire de 10 cents. Yo! Fait que là, j'avais vraiment beaucoup de questions. J'ai consulté avec ma famille parce que je connais pas vraiment beaucoup la région. Fait que, apparemment, laisse-moi voir où est-ce que ça a été fondé. Non, au j'en reviens Nouveau-Brunswick. pas. Fait que ma famille travaillait dans le Nouveau-Brunswick pendant plusieurs années. C'est une région où est-ce qu'il y a beaucoup de fermiers, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie, de la pêche. Fait que c'est beaucoup de travail saisonnier. Puis tu passes vraiment beaucoup de temps par année sur le chômage, puis il y a beaucoup de problèmes financiers. Fait que j'essaie vraiment, puis je m'efforce, là, de prendre la perspective de l'employeur Ryan Albright, qui était genre, ben, tu sais, là, je dis pas, je pense même pas qu'il se donnait l'excuse, mais il devait probablement être genre, c'est quand même bon que dans mon entreprise, j'emploie ces gens-là à l'année. C'est la seule affaire que je peux dire. Mais je dis pas qu'une augmentation de 10 cents en 5 ans, c'est bon. C'est vraiment pourri. Fait que là, ça, c'est juste le tip du iceberg, si tu savais. Au cours du processus de négociation de la première convention collective, Albright a fait la déclaration suivante, et mot pour mot. Là. Je l'ai traduit, là, mais c'est mot pour mot. Il a dit « Je vais donner à mes employés ce qu'ils recherchent, mais jamais dans un environnement syndical où je me sens pris au piège pour communiquer quotidiennement avec mes employés, par crainte de pratiques de travail inéquitables contre moi et l'entreprise. Pour les employés qui avaient besoin de mon aide personnellement, j'ai été là et je ne pourrai plus l'être parce que le syndicat jugera que je faisais du favoritisme. Le syndicat veut que vous vous sentiez comme s'il était votre ami, comme s'il était là pour vous. C'est de la bullshit. Qu'est-ce que tu penses de Spoken like ça? a true capitalist, là. Voyons donc. c'est lourd, là. Fait que c'est comme... Je pense que quand les patrons, ils voient leur entreprise comme étant une famille, ils oublient qu'il y a une hiérarchie puis qu'ils ont du pouvoir contre leurs employés. Comme ils oublient la dynamique qui fait que... lui, il pensait là, qu'il faisait vraiment bien ça. Là. Puis pour les, je sais pas, 10 dernières années... Non, il vient d'avoir 10 ans, fait que les 5 dernières années, là, lui, il pensait qu'il s'occupait bien de ses employés, qu'il leur donnait tous les bénéfices qu'ils avaient besoin puis que tout était beau. Puis que, admettons, le salaire était satisfaisant, mais il n'y a aucune chance, en réalité, que tu ailles voir ton boss puis tu lui dises « Hey, je veux vraiment plus d'argent. » Surtout si en 5 ans, tu as eu 10 cents. Ben, c'est ça. Puis, même si lui, il pensait que sa porte était toujours ouverte puis que les gens allaient pouvoir venir le voir pour quelconque problème, un employé ne se sent jamais comme ça avec son patron, mettons. Surtout dans des conditions comme ça, où par le passé, le patron n'a pas prouvé qu'il était là pour tout le monde. Puis si lui, il se sent comme s'il donne ça, puis ses employés de l'autre côté, ils ont peur d'aller le voir. Ben oui. Ben, je veux dire, il y a quelque chose à changer. Ben c'est ça. Puis aussi, comment dire, on entend souvent des conseils de gens qui sont plus vieux que nous, qui ont de l'expérience, puis tout ça. Puis ils disent comme, faut pas que tu aies peur d'aller voir ton boss, puis tu lui demandes une augmentation de salaire. Je tiens à dire, là, c'est l'exception, les gens qui font ça. Puis ça s'applique pas à beaucoup de conseils, de contexte. Si tu travailles au McDo, là, tu peux pas dire « Hey, moi, je fais ma job 5 fois plus vite que le reste du monde. Je mérite une augmentation de salaire. » Il y a pas beaucoup. Il y a des processus en place. C'est ça. Puis c'est à telle année, puis tout. Tu sais, en tout cas. C'est ça. C'est la responsabilité de la compagnie de s'assurer que s'ils voient ton travail, ils te récompensent pour un travail bien fait. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de te battre pour dire « J'aimerais être apprécié parce que ça fait que 5 ans que je travaille ici. » Ben, c'est ça. T'sais, moi, toutes les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, t'as une évaluation de mi-année, de fin d'année. À la fin, selon ton rendement ou selon ton appréciation par ton gestionnaire, il y a certains pourcentages. Puis, tu sais, Ben oui. Tu sais que c'est comme ça pour toi, tu sais que c'est comme ça pour tout le monde. Tu sais que
ce processus-là arrive puis va avoir lieu à chaque année. Fait que t'as pas à te poser la question hein, comment ça, je n'ai pas plus? Puis Ben, c'est à ce ça. moment-là, tu as la tribune pour parler à ton patron, puis tu as ton auto-évaluation de comment toi, tu Mhm. vois ta performance dans l'année, puis tu peux avoir cette discussion-là quand eux te disent. Fait que si ton patron, tu sais, en 5 ans, il y a une fois que tu as pu avoir un 10 cents, ben tu sais pas la prochaine augmentation, mettons, opportunité de ça, quand est-ce qu'elle arrive? Puis, est-ce que tu te sens comme si tu peux aller rentrer dans son bureau puis dire, hey, moi, je suis due pour une petite évaluation puis une Ben, augmentation. c'est Moi, là, ça. Puis, tu sais, faut dire, comment dire, cet employé-là, j'ai fait plus de recherches, là, ce qu'il était capable de faire, là, était capable d'aller à chaque étape de la chaîne de production et remplacer n'importe qui. Elle connaissait tous les jobs, puis elle remplaçait souvent du monde, là. C'était pas juste une fille qui se pointait à moitié gelée puis qui faisait les chips croches, là. Elle faisait bien sa job. Fait qu'il faut vraiment prendre conscience, quand t'es un patron, que si tu prends pas la responsabilité toi-même de récompenser les employés et de mettre des systèmes en place pour booster le monde qui font bien leur job, soit ils vont juste changer de job. En ce moment, c'est ce qu'on a le plus l'opportunité de faire. Ou, mhm, s'ils aiment la compagnie, ils vont la changer pour le mieux en insérant un syndicat. exact. Fait que, tu sais, je sais pas, Tu devrais pas avoir peur de ça si tu fais bien, si tu as un bon environnement de travail pour tes employés. Exactement. Puis moi, je pense quand même que, en tout et pour tout, c'est un bon signe qu'il y ait un syndicat. Parce que les employés disaient, on veut rester, on veut juste que ce soit mieux. Fait que là, Exact. après son petit speech, Ryan Albright, il avait pas fini, là. Il a procédé à la fermeture de l'usine 2 fois pour dire le même discours devant 2 équipes différentes de travailleurs à la production, juste avant que ces employés-là y aillent à un vote de grève qui avait été prévu. Là. Il était dans l'horaire. Aujourd'hui, on fait un vote de grève. Lui, il arrêtait les chaînes de production pour faire son petit discours encore sur encore les syndicats, c'est de la bullshit. Fait que, à la surprise de absolument personne, Personne. et n'importe quel étudiant pour devenir avocat, là, la commission du travail a conclu, comme n'importe qui, que Albright et la compagnie avaient violé 5 articles de la loi sur le travail et l'emploi, à savoir en interférant avec la représentation syndicale, en essayant d'intimider les employés pour qu'ils participent pas au syndicat, puis en essayant d'influencer la manière dont ils allaient voter lors d'un vote, n'importe quel vote. Puis on s'entend, là, t'avais pas besoin d'être là pour savoir qui avait fait ça, là. T'sais, on a Mhm. le script, on a les receipts. Fait après ça, Albright est retourné à la table de négociation, puis il a fait une offre finale qui contenait un salaire inférieur à celui qu'il avait proposé dans la négociation précédente. Non, mais ça tourne pas rond. Fait que Quoi? cette offre-là a déclenché une grève de 5 mois qui a finalement pris fin en mai 2016 lorsqu'une convention collective de 3 ans a été conclue. Fait que la convention collective, ce contre quoi il était tellement contre, a Mhm. apporté des salaires plus élevés, une allocation pour les bottes et les vêtements de protection et des dispositions sur la sécurité d'emploi et l'ancienneté. Honnêtement, là, juste à entendre ça, là, je suis bamboozled qu'il n'y avait pas de budget Ben, c'est pour ça, j'allais les vêtements dire. de protection puis les bottes. Je dis, il y en avait pas avant. C'est ça, il n'y en avait pas avant, là, puis toi, tu penses Hey, que c'est une belle famille, là. Hey, je serais stressée, là. Parce que moi, j'ai travaillé au service à la clientèle plusieurs fois, puis il y a un job où est-ce que de n'importe où. On n'en avait jamais entendu parler, là. Il m'avait vendu à la job en disant, il n'y a pas d'uniforme, fais juste, comme, te mettre un peu professionnel, mais vas-y lousse. Puis après ça, 2 mois après que j'ai été engagée, et puis moi, je travaillais temps partiel pour soutenir mes études, ils ont dit, soudainement, il y a un uniforme, puis il faut que tu aies des souliers noirs parfaits. J'allais les voir, puis j'ai fait, écouter, j'ai pas de souliers noirs, puis genre, ça me coûterait 150$, puis je travaille 15 heures semaine salaire minimum. Puis on dit, il faut que tu aies des souliers noirs, sinon on peut pas te booker. Puis j'ai fait, pas de problème, c'est mon dernier chef. Puis je suis partie parce que ça aurait été comme quasiment une semaine de salaire pour payer les souliers qui étaient nécessaires pour faire ma job, alors que c'était pas une règle qu'il y avait avant. Puis ça, c'est des souliers juste pour donner l'apparence que on est tous des butlers dans ce magasin-là, je sais pas, là. Tandis que là, on parle de souliers qui... Des souliers décents de protection, là, c'est au moins 150$, là. Oui, oui, parce que t'es dans une usine, il te faut des capes d'acier, C'est puis il faut ça. que... Des bonnes bottes à cap, tu peux peut-être t'en sortir pour 80$, mais si tu fais 10 et 30$, ça devient lourd, là.
Fait que Mhm. moi, je trouve que c'est le bare Non, non, minimum. c'est... Si tu demandes à quelqu'un de t'acheter quelque chose qui est essentiel, puis que tu dis si tu l'as pas, il faut toujours... Tu peux pas travailler, mettons, faut C'est qu'il y ça. ait une sorte de compensation ou une façon. Exemple, travailler dans une boutique de linge, il n'y a pas d'uniforme, mais ils veulent que tu portes le linge, ben, il faut qu'ils t'offrent un rabais Ben, sur c'est le ça. linge pour que tu puisses te le procurer puis que ça ait de l'allure. C'est Fait ça. que, Il faut qu'ils investissent dans les employés qui représentent la compagnie au minimum. Il faut qu'ils protègent les employés qui travaillent pour la ben, compagnie. c'est ça. C'est même pas le look, c'est littéralement la protection qui te C'est permet ça. de faire ta job en sécurité, là. C'est ça. Fait que, tu sais, en tout et pour Fait tout. que tu nous as fait encourager des compagnies qui sont boboches un peu, là, ce que je me rends compte. Ah non, non, il y a une conclusion positive à la fin de tout ça, là. Mais Ah, tu ok, sais, vas-y, je t'écoute. c'était lourd, là. Fait que je pense que je comprends comment tout ce shit show-là, parce qu'on va l'appeler comme c'est, là, c'était un shit show. Je pense que je comprends comment c'est arrivé. Puis je suis contente qu'on ait au moins trouvé une solution, puis que c'est maintenant une compagnie syndiquée. Mais je pense que c'était une sorte de wake-up call que beaucoup de boss vont recevoir dans les prochaines années. Fait que, alors que la relation que les gens entretiennent avec leur travail commence à être redéfinie, puis que les employés commencent à demander un meilleur traitement puis des salaires plus élevés, les boss vont devoir accepter que une job, c'est une job. Puis les petits parties pizza puis l'atmosphère familiale, ils peuvent juste prospérer si c'est vraiment ça que tu veux, là, lorsqu'ils sont combinés avec des bons salaires, des vêtements de protection, puis un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle de l'employé. Oui, c'est un plus, c'est pas un incentive. C'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, j'aimerais, admettons, il y avait la situation, tu penses que tu es un bon boss parce que ton employé, son char a pété, puis tu vas le déposer à la maison à la fin de son chiffre. Mais si tu lui payais un bon salaire, il pourrait faire réparer son char. Ça ne prendrait pas 6 mois à mettre Mhm. l'argent de côté pour le faire réparer. Fait que, tu sais, pendant que les Un bon boss exemple. partout dans le monde, ils s'embarquent dans cette petite crise identitaire. Moi, je vais juste m'asseoir dans mon coin, puis manger des chips qui proviennent d'une compagnie avec des employés syndiqués. Ça, je pense que c'est quelque chose que Covered Bridge, il devrait promouvoir avec fierté. Parce que c'est une bonne chose. C'est quelque chose que tu vas jamais assumer d'une compagnie de production. Mais, si tu le sais, ça t'encouragera à les encourager. Ouais, je comprends ce que tu veux Là, dire. je sais pas si Ryan, ça va y tenter. Là. Clairement, il a pas trippé. Mais peut-être que des années plus tard, il voit le positif dans tout ça. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ah non. Ouais, je lui souhaite, On lui souhaite. mon petit tu sais. Ryan. Ben oui. Maintenant, quand on pense au saveur de chips canadiennes, ketchup, clairement, les gens en parlent souvent. Mais j'aime ça me dire que les chips assaisonnés, que moi j'appelle all dressed, avec mon gros accent québécois, je pense que les chips all dressed, ils sont encore plus populaires. Fait que, comme on l'a dit tantôt, Louis de Gonzague, le grand Louis de Gonzague, a créé les chips assaisonnés en 1978, puis elles sont un mélange de ketchup aux tomates, sauce barbecue et sel et vinaigre. Fait que, moi, ce que j'aime de cette saveur-là, c'est à quel point c'est complètement disjoncté. Ce qui, pour moi, la rend complètement canadienne. Donc, il n'y a juste aucune autre culture qui réunirait 3 saveurs différentes en une seule bouchée aigre-douce. Fait que, Mhm. aujourd'hui, on est très français. On est très béni. Puis on a acheté des sacs de chips all dress de la compagnie Heartbite. Est-ce que tu es prête à les essayer? Oui. Juste avant, je veux dire que je trouve ça drôle que tu dises Frito-Lays, mais all dress. Genre Frito-Lay, là. Mais c'est parce que, je vais être honnête, j'avais jamais entendu le terme Frito-Lay avant d'avoir fait ma recherche. Ah, tu vois, moi, j'habite à genre 5 minutes d'une usine. Ben, mes parents, 5 Ouais? minutes d'une usine Frito-Lay. Le monde travaille pour Frito-Lay, puis tu te lèves un matin, puis ça sent la patate chip parce que c'est Frito-Lay. Fait que OK. pour moi, j'ai toujours dit ça très, Parce que très, très moi, français, je québécois. mélange encore Lay's puis Frito-Lays. Dans ma tête, je vais juste dire Lay's en québécois. Mais là, j'avais lu le livre, justement. C'est tellement un bon livre. Snack, A Canadian Food History. Eux autres utilisaient le terme approprié qui est Frito-Lays.
Fait que Ben, tu vois, là... Frito, tu sais, dans le sens, c'est comme... c'est une compagnie mère, mettons, qui fait plusieurs Ouais. types, dont les Lay's. Ben, c'est Fait ça. que, Fait que, en tu tout cas, vois... Frito-Lay. Frito-Lay. Yes. OK. All All dressed. dressed, assaisonné, hard bite. Je veux juste dire que, premièrement, je n'avais jamais décortiqué la saveur assaisonnée. Genre, j'avais jamais pris la peine de dire c'est un peu ketchup, un peu barbecue ou un peu sel et vinaigre. J'avais comme juste fait ça goûte pas une affaire, puis c'est bon. Ce que je veux dire, hard bite, je vous parle. Vos chips assaisonnés, elles goûtent pas grand-chose, hein? Tu vois? Genre, votre saveur, toutes les saveurs, là, elles goûtent une demi-saveur. Je peux-tu te Je dire... suis folle? Non. C'est juste moi? Donc, J'ai-tu une mauvaise batch, là? Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'allais dire hard bite, c'est une saveur contrôlée, c'est mesuré. Je les adore. Si vous voulez m'en envoyer plus, envoyez-moi en plus. Parce que, admettons, là, Doritos, Locos Tacos, Fire Takis, moi, je mange pas ça. Je pense qu'à un moment donné, faut qu'on arrête de se mettre de l'acide dans la bouche puis qu'on dise « Waouh, ça goûte vraiment bon ». Je sais que dans le monde du marketing des chips, les ados, spécifiquement, c'est une démographique où est-ce qu'on pousse les saveurs fortes. Fait que, mettons, Ok. Old Dutch, ils ont la sous-catégorie de chips qui s'appelle les chips Ripple, où est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup de saveurs puis ça pousse fort. Moi, à un moment donné, là... ouais. Ripple? C'est R-I-P, fait que R-I-P, Ouais. trait d'union L. OK. Je connais sais pas pas. pourquoi ils ont Pas grave. mis ce nom-là. Je trouve pas vraiment que c'est un très Probablement bon nom. que c'est des... Oui, donc sont- c'est des chips qui sont wavy, mais c'est vraiment... Cette catégorie-là, c'est des chips que la saveur est agressive. OK, le niveau d'assaisonnement, mettons. Là. C'est ça. Fait que, admettons que tu dis que tu mets une cuillère à thé de all dressed, ben, eux autres, ils vont mettre 6 tasses. Genre, vraiment, c'est des saveurs punchées OK, comme je comprends. les Doritos, Mais- comme les Takis. Fait tu que- vois, mettons, là, si je parle de mon tout récent beef avec celle de Hard Bite, là, c'est que tu prends une saveur comme All Dressed, tu t'attends à ce que ça le goûte. Puis, tu sais, il y en a que je trouve qui goûtent trop vinaigré, puis peut-être la balance entre Ouais. les saveurs est pas la meilleure. Mais celle-là ici, littéralement, j'ai l'impression que je mange, genre, le premier crunch, tu goûtes un peu, puis après ça, quand tu manges la chip, j'ai l'impression que c'est une nature, là, même pas une salée classique, là, une chip Canvas. low faible Ouais, en ouais. sodium. Là. Ben, tu goûtes plus la patate. Ben, tu vois, Ouais. moi, l'affaire, c'est que, admettons, all dress, là, on parle de façon objective, là. Est-ce que tu serais capable de... On parle de façon objective sur un podcast où on donne nos opinions sur plein d'affaires. Vas-y, je t'écoute. Je me prête à l'exercice. Moi, j'aime ça, jouer avec le vocabulaire, puis juste sur des trucs qui sont disjonctés. Mais c'est ça, si on parle de façon objective, comme des étudiants de la chip, est-ce que tu serais capable de manger un bol, mettons, de Frito-Lays qui sont all dressed? Est-ce que tu serais capable de manger un bol complet? Là, t'as dit frito de Lay's. Y a-tu des Lay's assaisonnés? Je suis sûre que Ou oui. genre, Ou des mettons, Ruffles. les Ruffles assaisonnés. Chris, ouais. J'ai pas d'autre réponse que ça. Ah, Les ouais? Ruffles assaisonnés, c'est les seuls assaisonnés que je vais. Je me sens comme interpellée manger. Tu sais, j'ai les autres marques qui font de l'assaisonné, pas tant. Mais je trouve que les Ruffles avec justement la patate ondulée, le crunch qui vient avec, puis le niveau. OK, un bol, ça dépend. Un bol normal ouais. ou genre l'entièreté du sac de chips? Un bol pour une personne. Là. Oui, facilement. Là. Moi, honnêtement, là, je serais pas capable parce que... Mais il y a une partie. Il y a une partie. Là, Ruffles, là, bannis-moi pas, là. Si tu veux m'envoyer des trucs gratuits, fais-le, là. Mais je trouve que la texture, parce que c'est des chips régulières, ça, déjà, ça le fait pas. Mais je serais pas capable parce que l'assaisonnement est trop fort, trop punché, puis probablement un peu trop vinaigré pour moi. Tandis que Hard Bite, c'est pas juste le bol. Là. Je vais manger le sac au complet. Fait que peut-être qu'en réalité, il faudrait que j'achète les Ruffles. Mais genre, j'aime
vraiment les hard bites parce que c'est plus balancé. Je sais pas. OK. Je suis une femme Moi, modérée. je trouve... Ouais, tu vois, moi, comme j'ai dit, j'aime pas du tout la sorte de chips sel et vinaigre, Mhm. mais les autres sortes qui ont un petit peu de goût vinaigré mélangé avec d'autres choses, pour une chip, je trouve que ça se marie bien avec ce snack-là. Encore une fois, tu sais, quand tu m'as demandé, je me souviens pas, tu m'as demandé peut-être si j'aimais les sels et vinaigres, j'ai dit, moi, dans Ouais. ma maison, le vinaigre, c'est pour nettoyer les choses, là. Fait évidemment que mes chips, mes frites, non, non merci pour le Mhm. vinaigre, mais si tu sais, c'est un peu, encore une fois, là, c'est à ça que tu t'attends, tu as le Ouais. goût de manger des chips assaisonnés, ben j'ai le goût que ça goûte, puis je Mm. le sais que, tu sais, je vais le sentir, Ouais, mon ouais. palais va être un petit peu, après, là, va être tender, là, tu sais, il va falloir que, je pourrais pas Tu peux pas aller chez le je pourrais dentiste pas après, manger là. n'importe quoi d'autre après. Fait que ça me va, mais j'ai été vraiment, je suis désolée, Hard Bite, mais écoutez, toi, Victo, t'aimes ça, fait que tant mieux. Écoutez les praises de Victo, mais si vous aimez une chip goûteuse, les Hard Bite Ben, All Dressed ne sont pas pour vous. tu vois, est-ce que t'aimes les takis? J'en ai jamais mangé. Je pense, on m'a déjà offert, quand je marchais sur Sainte-Catherine, un sac de takis gratuit. OK, fermé. Ouais. OK, moi, je suis allée trop loin. OK? J'ai comme essayé de voir la fin de ta phrase, puis je pensais que quelqu'un t'avait offert, tu sais, genre, tu marches sur Sainte-Catherine, puis quelqu'un est genre, hey yo, t'en veux, puis t'es comme, Je tiens à pige dans le dire, sac, merci. J'étais j'ai genre, pas fais l'instinct pas de ça, tu survie t'es qu'il fait faut pour dire droguer. non. J'aurais probablement dit oui. Mais non, je me promène souvent dans les villes, puis genre, ils essaient de pogner le monde cool puis hip, puis pour faire des stunts de PR, ils vont te donner des samples gratuites de trucs. Fait que, à Victoria, côté... auto-proclaimed personne hip et cool. Non, mais c'est justement... Fait que, le problème, c'est qu'ils les donnent à moi. Genre, dans le fond, quand OK. j'étais à Montréal, j'allais au campus de McGill, puis après, je marchais pour aller, genre, au marché asiatique. Littéralement, à un moment donné, j'ai texté quelqu'un, j'étais comme, non, faut que je me trouve un radis coréen, je peux pas hang out cet après-midi. Genre, j'étais pas cool à Montréal. Puis là, j'habite à Toronto maintenant, j'habite vraiment downtown. Puis encore une fois, il y a des stuns de PR. Genre, à un moment donné, nous ont donné des seltzers gratuits avec plein de petites saveurs hip. À un moment donné, il y avait des gars qui étaient vraiment des athlètes qui t'offraient genre des Gatorade naturels. Puis ils les donnaient à moi. Genre, j'étais pas la bonne personne. Mais je me promène souvent, puis dans ma sacoche, je ramasse des samples gratuites. Fait que, ils pensaient que j'étais cool. Alors que, genre, je m'en allais probablement, je sais pas, man, m'acheter du riz noir, là, je sais pas. J'ai des drôles de hobbies, là. Mais, ils m'ont Tout ça donné... pour dire que t'as goûté au Takis. J'ai goûté au Taki. Puis Man, ça brûle. C'est vraiment violent, c'est virulent comme saveur. Parce que c'est vraiment pour les ados qui cherchent un punch de saveur. Puis, je dis pas que c'est pas bon, je dis que c'est agressif. Fait que moi, avec OK. mon énergie de femme qui fait du tricot, je préfère, admettons, les hard bites. OK. Est-ce que les Takis, j'ai l'impression que, tu sais, il y a des saveurs qui sont justement, tu sais, comme l'espèce de mode des Flaming Hot Cheetos, Ouais. tu sais, le monde, là, tu le sais que ça va être épicé, que ça va être fort, que C'est ça va ça. être goûteux. J'ai un peu l'impression que All Dressed, c'est la version un peu plus, Adulte. ben, sans dire adulte, mais genre, mettons, tame, là, apprivoisé de ça, mais quand même, tu sais, ça va te faire ressentir quelque chose. Tu vis une émotion, tu le goûtes, là. Oui, ça t'éprend Tu sais, je veux... plus. Parce que, mettons que je prends des chips assaisonnés, là. Mhm. Pour moi, j'hésitais pas entre celle-là puis celle avec l'emballage bleu pâle, là, qui est comme à moitié au 7, tu sais. Ouais. Tu comprends, là? Tu vas pour l'expérience c'est- complète. Oui, ben, puis c'est ça que j'ai avec... Puis tu sais, regarde ça, là, la belle chip, elle est orange foncé. C'est pas le Oui. je vais l'enlever, ça c'est ma faute, c'est pas hard bite, là. Puis Mais tu sais, il y c'est a vrai des qu'il y a flecks de l'illusion. sel. L'illusion Il y qui a est plus les- forte qu'elle est. C'est ça, tu la regardes, tu dis miam, puis là tu la mets, puis C'est tu vrai. goûtes pas le orange, tu comprends? Puis une chip all dress, tu veux goûter le orange. C'est vrai. Mais Mais tu vois, j'ai une mini-biographie que j'ai écrite sur Heartbite qui va contextualiser pourquoi ça goûte pas aussi intense qu'à, mettons, les Ruffles. donc,
Hard Bite a été fondée en Colombie-Britannique en 1998 dans le but de fabriquer des chips entièrement naturels, sans arôme ni agent de conservation artificiel. Ah, j'avais une petite... Je pense que c'est ça, là. J'ai compris. À ce jour, Hard Bite demeure une compagnie de chips indépendante, fièrement canadienne, et il travaille vraiment dur pour rivaliser avec des entreprises massives comme Frito-Lay, qui ont le budget marketing le plus fou. Fait que Je comprends. Hard Bite, ils font pas de concours bizarres ou de collaboration avec des célébrités. Au lieu de ça, ils vont juste promouvoir le fait que c'est une compagnie complètement canadienne, donc ils promotent le Canadiana, qui a le côté naturel et frais de leurs produits. Puis ils travaillent toujours très fort pour trouver des saveurs qui sont quand même originales puis cool. Fait que, dans la section saveurs, puis là, je te le dis, là, c'est comme ça qu'ils sont écrits sur le sac. Je pense que si c'est toi qui avais été assigné à les traduire, ça aurait peut-être sorti un peu mieux, mais on le sait pas. Puis je tiens à dire, leur site n'a pas de traduction en français, ce que je trouvais très inusité. Mais Ben, pour une compagnie qui est fière d'être canadienne, on a 2 langues officielles, hein? ben c'est ça, je vais les call out, là, je trouvais ça un peu inusité de leur part. Hard Bite, si vous voulez quelqu'un qui est excellent en traduction, on a notre Anne Breton. Fait que, dans les saveurs, il y a Jack au poivre, il y a avocat et citron vert. Je pense qu'il voulait dire lime. Ça se dit-tu citron vert? Citron vert, si je me trompe pas, c'est français. Mais nous, au Québec, on dit lime. Donc, ouais, parce que moi, citron vert, à chaque fois, je suis comme ah, Google Translate, puis je continue avec ma journée. Il y a aussi cornichon épicé à la nette. Ce que ça me titille. Ça, je suis intéressée. Un autre saveur qui me titille, c'est oignon sauvage et yogourt. Que ça, clairement, c'est un remix original de crème sœur et oignon. Mais mon côté Minnesota, il va en avoir dans sa bouche. Puis celui qui sonne le plus cool de la gang, c'est des chips au panais qui saveur chipotle framboise. Fait que si tu pouvais essayer une des saveurs, laquelle est-ce que tu choisirais? C'est quoi Jack au poivre? Genre, parce que moi, j'ai Pepper pensé à Jack. Jack Daniel. Pepper Jack? Oh! Non, c'est genre vraiment... un Jack and Coke. Là. Moi, j'étais allée Jack and Coke, Jack vraiment... au poivre. J'étais comme, je comprends pas. Essentiellement, c'est un nom cute pour dire sel et poivre. Ah. Ouais. OK. T'es pas impressionné. Ben, tu vois, OK, je sais. J'hésite entre 2 saveurs et les raisons sont simples. Vu que All Dress goûte pas grand-chose, je me dis, je vais y aller pour le plus bourré de saveurs, cornichon épicé à la nette. Mais si ça goûte aussi pas grand-chose, je vais comme être déçue. Puis avocat et lime, là, moi, je vais le dire comme il faut. Ouais. Ça sonne quand même cool. Ouais, ben, ça sonne plus riche. Je pense que c'est un bon angle à prendre. Je sais pas, on dirait que somehow, même si c'est frit, j'en veux plus. Fait que j'aime bien l'idée d'avocat et citron vert, lime. Mais personnellement, je commence à expérimenter parce que j'arrêterai jamais d'arrêter. Puis somehow, je veux toujours pas manger de tomates crues. Mais j'aimerais essayer les chips au panais chipotle framboise. Si je comprends bien, c'est... Excuse-moi, au lieu d'être une patate, c'est un panais. C'est ça. OK. Je commence à regarder les chips qui sont à base de d'autres légumes. Puis je le fais pas pour l'aspect comme « Ah, c'est plus santé ». Pas vraiment. Un légume est un légume. Frit. Mais j'aime les textures différentes. Fait qu'il y a des chips que j'ai déjà mangés au taro, que ça goûtait comme les chips cuites au four dans la texture. Et je trouvais ça vraiment bon. Fait que je sais pas, j'essayerais celle au panais de chipotle, puis j'ignorais le fait qu'ils ont dit framboise. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est un peu ça qui me put off, dans le sens que je trouverais ça cool goûter un chip d'autre chose qu'une pomme de terre. Mais framboise... Ben, quoi que peut-être chipotle... C'est peut-être un peu de sucré. Mais encore une fois, tu sais, comme on salé. parlait... Ben, peut-être... Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de raisin et tout ça, là. Ouais. Fait que j'ai Peut-être qu'il essayait de le faire comme il faut. Tu sais? Ouais. Mais tu sais, framboise... Une framboise peut être quand même... Ah... Peut-être... OK, non, je me laisserais tenter. Je goûterais une chip, mais est-ce que j'achèterais un sac pour moi-même? Je serais pas game, je pense. Ouais, mais si quelqu'un avait ça à party, moi, je... Ah ben, oui, je goûterais, c'est sûr. C'est Moi, ça, c'est ça. Everything once.
C'est ça, exactement. Fait que là, comme on a vu avec Yum Yum et Covered Bridge, il y a beaucoup de mauvaises vibes qui hantent le monde des chips. C'est vraiment plus dramatique que je pensais que ça allait être. Mais Heartbite est honnêtement une très bonne entreprise. Fait que dans un des concours du National Post, pour la friandise préférée du Canada, les chips Heartbite sont arrivés 3e, après les barres Nanaimo et la barre de chocolat Coffee Crisp. Miam. Est-ce qu'en anglais, c'était treat? Friandise? C'était confection. Ah, OK. Fait que je l'ai traduit du mieux que je pouvais, là. Je pensais que oui, non, ben c'est ça. Parce que là, j'ai dit, est-ce que chip, c'est une friandise? Hein? Fait que je me suis pensé peut-être que c'était treat. Mais confection, OK, j'aurais pas su non plus. Mais c'est parfait. Moi, j'étais comme, ils ont utilisé le terme d'antan de confection, ouais. friandise. Fait que, honnêtement, là, de tout ce que j'ai vu, la plus grande controverse qui a jamais existé, c'est qu'ils ont brièvement promu et laissé sous-entendre qu'il s'agissait d'une entreprise familiale du fermier qui fait la patate jusqu'au producteur de chips. Okay. Même si les propriétaires étaient pas reliés l'un à l'autre. Fait un excellent exemple de ça, que vous pouvez voir dans le livre Snack, que je vais link, c'est que sur le sac de chips, jusqu'à tout récemment, ça disait, grand-papa disait toujours, quand tu fais quelque chose, fais-le comme il faut. Signé Pete et Wes, propriétaires et fermiers. Mais ils n'ont pas le même grand-père. Ils n'ont même pas le même nom de famille. Ils sont pas pantoute reliés. Puis genre, je pense qu'il y en avait un qui était non plus pas relié à la ferme. Fait que je pense que Pete avait la ferme, Wes, c'était juste un gars qui était là. Oh, c'est un peu ça. Fait qu'il laissait comme vraiment sous-entendre que non, grand-papa nous disait ça. Grand-père à qui, genre? C'était un peu... C'était made up, là. C'était inventé de toutes pièces pour donner un feel. C'est ça. Donner un feel, genre, on est connecté de la patate jusqu'à l'autre bout. On est toute une grande famille que, genre... Traçabilité. C'est ça. Qui est un mot que j'ai appris récemment. Merci. C'était sur une pub, on rentre, je me souviens, on descend à Berry-UQAM, je suis avec mon ami, puis là, il y a comme, je pense, 4 panneaux, là. Puis c'est écrit traçabilité sur un fond blanc, puis il y a comme un petit icône, un petit logo, on comprend pas le contexte. C'est un mot qu'on connaît pas tellement. Puis il me regarde, voyons, ça veut dire quoi, ça? Puis là, j'étais comme, je suppose de la référence, mais je suis pas certaine. Je suis pas mal certaine. Tu sais, ça veut sûrement dire que tu peux retracer les étapes ou quelque chose. Puis c'est ça que ça veut dire, c'est qu'une compagnie peut... Exemple, ici, ils promouvoient la traçabilité, c'est que ils sont capables de tester puis de reconnaître leurs produits, mettons, à travers toutes les étapes de transformation. Fait que je pense que dans ce cas-là, c'était du bœuf. Fait que, tu sais, de la vache qui élève jusqu'à temps que ce soit une boulette d'hamburger dans ton assiette, ben ils ont des procédés puis ils sont au courant de tout ce qui se passe. Fait qu'ils peuvent contrôler la qualité de ton produit, dans le fond. Ben, tu vois, en fait, maintenant, je vais te remercier parce que c'est le meilleur terme pour dire c'est quoi qu'ils essayaient de faire. Ils essayaient de promouvoir la traçabilité de la compagnie. Fait que, merci Berry-UQAM. Fait que, et merci Anne Breton, évidemment. Fait que, vraiment, c'est jusqu'à présent le pire que j'ai trouvé de Heartbite. Puis je le dis jusqu'à présent parce que j'ai vraiment peur de Twitter. Là. Puis depuis, ils se sont corrigés. Fait que depuis que Janice Thiessen l'a souligné dans Snacks A Canadian Food History, Heartbite a dissipé tout malentendu, puis il a clarifié ses racines. Fait que, il y a en masse, je dirais même un peu trop, d'articles puis d'entrevues en ligne qui clarifient maintenant la place de chacun des propriétaires. Okay. Fait que, de capitaliser sur l'idée d'être une entreprise familiale, même en manipulant sans aucun doute le langage, était logique d'un point de vue de marketing, mais c'était pas tout à fait nécessaire. Donc, ouais. Dans le sens que, tu sais, si tu fais quelque chose, puis là, c'est comme, c'est pas correct de faire ça, mais en même temps, on s'en fout un peu, dans le sens que c'était pas pour ça que j'achetais les chips anyway. T'es comme, pourquoi vous l'avez fait d'abord? Genre, ça a pas servi à grand-chose. Ben, c'est ça. Fait que, puis comme on l'a vu, l'idée qu'une entreprise soit ta famille est vraiment plus un red flag que d'autres choses. Genre, oui, absolument. Puis surtout, s'ils essayaient de donner l'impression de traçabilité, il y a d'autres façons de le faire qu'on est dans la même famille, tu sais. Ben, c'est ça. C'est un peu curieux. Fait que, même dans ce cas-ci, je pense que le monde
des chips est une industrie incroyablement compétitive, où est-ce que les multinationales y ont des fonds infinis consacrés au marketing, puis à prendre tout l'espace sur les étagères des épiceries. Donc, si une petite entreprise canadienne veut réussir, elle doit donner tout ce qu'elle a. Fait que, de mon côté, je pense que la plus grande force de Heartbite, c'est de se rendre compte qu'il était super tel quel, puis de recommencer à se présenter juste comme étant une entreprise de chips entièrement naturelle et bien si peu assaisonnée. Fait que, je le sais pas. Moi, je les aime quand même bien. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que cette quote-unquote controverse, là, c'était peut-être un peu gauche, mais c'était pas nécessairement problématique. Ben, c'est Et ça. je crois qu'en effet, le marketing, mettons, ou l'espèce de campagne, devrait être sur le fait que c'est sans arôme ni colorant artificiel. Puis ça, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va te mettre dans la tête que ça goûtera peut-être pas comme les chips C'est auxquels ça. tu es habitué. Ça Alors va que dans réaligner toute ta connaissance de perspective. cause, ça réaligne tes attentes, tu gères les attentes. Puis quand tu prends une bouchée, tu sais que ça goûtera pas genre hot chemical garbage. Ça va être un peu plus naturel, un peu plus... voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Mais genre moins pire, là, pas moins pire. Un plus naturel, plus mollo. Ouais, c'est pas le mot que je cherchais, mais ça définit ce que je veux dire. C'est le mot le plus québécois que je pouvais Exact. trouver, mollo. Mollo, une saveur mollo. Puis ça fait que tu vas peut-être l'apprécier parce que justement tes attentes sont à ça. Fait que oui, puis ceci étant dit là, la texture, le crunch est impeccable. Oui. Hard bite. Voilà. Ah, c'est vrai, je vais comprendre le nom. Hey, je suis pas vite. Mais Et on va prendre notre gorgée de café, ma belle, on va. écoute. Moi là, à moins que ce soit écrit sur une feuille de papier, là, mon cerveau, il le processe pas. Fait que ouais, je vais prendre un petit sip de café. Mais moi, je pense à ça, puis justement, on dit que c'est une controverse. J'ai une quote de Bo Burnham qui s'applique à une situation plus complexe que ça, mais c'est dans son nouveau special, je sais pas c'est quoi le nom, là. Son nouvel... Ouais. Mais c'est juste que je sais pas comment dire... Honnêtement, là, ça c'est l'épisode franglais de la saison, là. Oui, hein, même moi, j'ai pas fait d'effort, là. Son nouveau comedy special sur Netflix, Inside, qui est sorti, je pense, en 2020 ou 2021. Il y avait une quote, parce que moi, je réécoute l'album sans arrêt, là, ça a fait quelque chose dans mon cerveau. 2021, ça faisait un bout qu'on était en pandémie, là, parce qu'il l'avait enregistré, ça a comme pris presque un an. Là. Ben, c'est ça. Il y avait une quote, je te dis, j'ai vraiment écouté beaucoup. Mon cerveau, c'est 90% Bo Burnham à ce stade-ci. Puis l'autre 10%, c'est de l'information inutile sur la production de produits transformés. Mais ça disait it's completely lawful, but just kind of awful. C'est pas contre la loi, mais c'est clairement pas très hot de notre part. C'est pas correct, ouais. Je pense que c'est le meilleur moyen de résumer cette controverse-là, parce que c'est quelque chose que, en comparaison à tous les trucs négatifs qui se passent dans le monde, t'es genre, OK, on peut vivre avec ça. Puis c'est justement, je pense que de manipuler les attentes du consommateur en disant, notre produit est peut-être pas aussi intense que des chips all dress régulières, mais ils sont complètement naturels sans agent de conservation. Ça aide à attirer une démographique qui va vraiment, comment dire, aimer et encourager des produits comme ça. Parce que c'est... Tu sais, moi, je suis une fille qui est très, très particulière sur bien des affaires. Les chips Hard Bite, je pense maintenant ce serait mon go-to. Fait OK. Ça tombe quand même pas pire. Fait que là, de mon côté, quand je pense pas à Bo Burnham, j'ai utilisé le monde des chips depuis trop longtemps déjà. Ça fait peut-être un mois que je me préparais pour l'épisode, puis j'ai vraiment poussé trop loin. Là. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que je travaille là-dessus. Mais en cours de route, j'ai découvert des saveurs quand même vraiment hot. Fait que je me rappelle plus c'est dans quelle région du Canada. Je pense... Faudrait que je vérifie c'est dans quelle région. Je suis pas mal sûre c'est dans le coin du Nouveau-Brunswick. Mais parmi les préférés que j'ai découvert, il y a les Storm Chips. Les chips tempête. Est-ce que
tu sais c'est quoi? Storm, ça me fait penser à gris. Ça me fait penser à genre sel, poivre. Mais si ça se peut vraiment que ce soit pas ça du tout, j'ai aucune idée. Faudrait que je voie le dessin. C'est vraiment cool. Moi, j'ai appris c'était quoi, puis j'étais immédiatement titillée. Dans le fond, tu prends un sac de chips à la nette. Ça, c'est quelque chose qui a été créé et trademark par Covered Bridge, mais il y a d'autres compagnies qui le font maintenant. Okay. Tu prends des chips à la nette, tu prends un sac de chips au ketchup, un sac de chips barbecue et un sac de chips sel et vinaigre, puis tu drops chaque chip de chaque sorte dans le même sac. Fait que les chips tempête, c'est 4 saveurs différentes dans le même sac. Fait qu'ils ont plein de couleurs différentes, plein de goûts différents. Ah, OK. C'est pas de faire une seule saveur avec, c'est juste ça. d'avoir un multi, genre un sac C'est ça. multi-saveur. Un sac, c'est ça, un sac de... Tempête de saveurs. Ouais. Fait que le gouvernement avait fait des publicités comme leur propre SAQ, leur propre LCBO, qui disaient avec quelle bière mettre ces chips-là. C'est reconnu qu'en temps de tempête, les magasins locaux, puis les épiceries, puis les dépanneurs, faut qu'ils courent pour mettre plus de chips tempête dans leurs étalages parce que tout le monde va aller les acheter. Une journée de tempête, c'est une journée de chips de tempête. Ah, ouais. C'est Je trouve bien ça drôle. Tellement cool. Mais moi, en tout cas, je les trouve tellement hot. Une autre sorte que je trouvais curieuse, c'est très, très populaire dans les maritimes, c'est chips au poulet rôti. Faut-tu encore que je dise que ketchup, c'est pas tant bizarre? Voyons donc, poulet rôti. Je tiens à dire, je les ai achetés. Fait que ça fait partie de la sélection énorme de chips que j'ai chez nous. Là. OK. Puis, ça goûte comme la sauce du Saint-Tube. Ça goûte vraiment beaucoup le sauge et la sarriette. Et c'est honnêtement très bon. Puis, ils sont complètement végétariennes, c'est pas vegan, mais sont vraiment, vraiment bonnes. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est ce que tu fais souvent avec des chips à saveur de viande. Tu prends les épices que tu utilises pour assaisonner la viande. Mais honnêtement, elles sont très, très bonnes. Fait que si t'avais le choix, tu pouvais choisir entre des chips de tempête puis des chips au poulet rôti, quelle sorte est-ce que tu essaierais? J'essaierais probablement poulet rôti parce que je suis curieuse, mais je dois dire que j'adore le concept d'avoir un sac multisaveur parce que moi, je suis soit indecisive ou j'aime mélanger les affaires. Souvent, je m'appelle mixologiste, là, genre de... Oui. de plein d'affaires. Fait que je trouve ça un concept très intéressant, mais j'aime aussi les saveurs qui sont un peu plus fumées. Fait que je pense que poulet rôti, peut-être, ça me... Je voudrais goûter, du moins. Ben, c'est ça. Moi, je pense aussi que là, c'est quand même difficile, vu que c'est extrêmement régional, d'obtenir les chips tempête. Mais tu peux les faire à la maison. Sauf que ce que j'aime, c'est que si tu as la chance de les acheter, c'est le meilleur sac de chips à amener à un party. Parce que moi, souvent, dans les potlucks, je prends tout le temps les chips. Puis à chaque fois, je le regrette. Parce que je sais pas si c'est du monde de Taki, que moi, j'achèterais jamais tout seul. Je sais pas si c'est des gens de Doritos, des gens de chips régulières. Je sais pas s'ils sont comme moi. Puis cette journée-là, ils ont envie d'essayer des chips coréennes. C'est comme... je connais pas l'énergie du party. Puis je vous dis, là, si vous faites un potluck, là, faites juste prendre les salades. C'est tellement plus simple à amener. Là. Mais un sac de chips tempête, t'en amènes 2, puis c'est réglé. Ben oui, T'sais? t'en as un peu pour tout le monde. Puis, tu sais, s'il y en a qui sont picky, ben ils prennent juste les oranges ou ils prennent juste telle couleur. Puis... Ben, c'est ça. Puis on sait que dans le sac, il n'y en a aucun qui sont réguliers. Fait qu'il n'y a personne qui a de confusion ou quoi que ce soit par rapport à vinaigre. Celles qui sont régulières sont vinaigre. Fait que, en tout cas, moi, j'apprécie ça. Mais là, même si on enregistre puis on publie le podcast d'avance, sans obtenir d'opinion de qui que ce soit d'autre, parce que c'est une truc que le micro, on prend quand même toujours en considération comment le contenu va être perçu. Fait que, en tant qu'experte en anxiété anticipatoire, j'aime toujours penser 6 coups d'avance. On m'a dit que c'est productif, je le sais, je le fais pareil, je veux pas m'améliorer. Puis je soupçonne que quand les gens vont écouter le podcast, ils vont chercher à critiquer notre promotion quand même obvious des aliments transformés. Fait que, en général, la première chose que les gens ils font, surtout sur Twitter, quand ils entendent parler de n'importe quel sujet, c'est de se positionner à l'un des deux extrêmes. Un exemple solide de ça, c'est
le ludisme culinaire. Donc ça, c'est une contre-culture qui encourage la consommation d'aliments naturels et locaux et qui veut que nous revenions aux habitudes de nos ancêtres puis qu'on arrête de consommer des aliments transformés. Fait que le terme ludisme culinaire est super intéressant. Il est inspiré des travailleurs manuels anglais du 19e siècle qui détestaient les machines qui détruisaient leur mode de vie traditionnel. Fait que, de ton côté, juste à première vue, là, qu'est-ce que tu penses du ludisme culinaire? Est-ce que tu penses qu'on devrait revenir à comment nos ancêtres y vivaient avant? Ceux qui voyaient ma face pendant que tu expliquais c'est quoi, ils savent déjà c'est quoi ma réponse. Who's got the time? Excuse-moi. Moi, je vis toute seule, hein. Fait que je m'occupe de tout. Et imagine... Parce que il y a beaucoup d'affaires, là. Les gens qui disent un produit transformé, c'est parce que du brocoli congelé, déjà coupé en fleurons, là, c'est un produit transformé. Si j'avais pas ça dans mon congélateur, là, je mangerais bien moins de légumes, je vous le garantis, parce que c'est pratique, c'est facile. Puis il y a des affaires qui sont juste le fun, puis sont bien transformées comme les chips, là. Mais d'essayer... Non. La transformation des produits, ça vient aider, ça vient ajouter de l'accessibilité à beaucoup de produits, à beaucoup de nourriture, puis à beaucoup de choses comme un mélange de salade de choux déjà préfait. T'achètes ça, puis oui, t'as pas à acheter tous les différents choux, les carottes, les affaires, les couper toi-même, les laver en fait en premier. Là. Mais bref, non. Moi, je suis pour la transformation des aliments. Je comprends qu'il y a une limite, puis je comprends qu'il faut aussi que les aliments non transformés restent disponibles. Je voudrais pas vivre dans un monde où c'est un ou l'autre, mais on est dans un monde où on peut faire nos propres choix, puis moi, j'aime bien avoir un peu des deux. Je trouverais ça ridicule d'enlever ça, parce que Mo t'a dit... Non, j'ai déjà pas le temps. Ben, pas le temps, là, mais tu sais, c'est déjà... Non, mais tu vois, en fait, t'amènes beaucoup de points qui sont vraiment intéressants, que justement, je vais toucher aussi encore un nouveau. Mais t'apportes beaucoup de points importants. Il y avait un article dans une édition spéciale du Times sur la nutrition qui soulignait en quoi le temps, juste d'avoir le temps, est un signe de privilège incroyable. Incroyable. Et un signe d'affluence indéniable. Fait que je comprends exactement ce que tu dis. Oui, techniquement. C'est ça, parce que si on disait revenir comme nos ancêtres, là, mais nos ancêtres, il y avait une femme à la maison parce que une personne, un homme pouvait aller travailler, supporter un foyer avec 2, 3, 6, 8 enfants, puis la femme pouvait rester à la maison, puis faire la nourriture, puis faire le ménage. Moi, qui vis toute seule, il faut que je gagne mon salaire et que je nettoie ma maison, que je prépare mes repas, puis que, tu sais, il faut que j'aille du fun aussi, parce que la vie est faite pour avoir du plaisir, là. Fait que faire tout ça, non, c'est pas réaliste. Ben, c'est ça. Fait que, tu vois, de mon côté, à toute première vue, j'aime l'idée du ludisme culinaire. Fait que j'ai essayé de le faire un peu plus. Fait que j'ai une machine à pain, que j'aime beaucoup. J'ai ce qu'il faut pour faire mes pâtes à la main. J'ai grandi dans une famille qui, justement, on venait de côté un peu plus fermier. Fait qu'on faisait nos canages en octobre. Moi, je te le dis, si un jour je t'invite chez nous en octobre, là, it's a trap. Viens pas. C'est vraiment parce que je veux que tu viennes blanchir mes tomates. Mais je mets en place lentement, mais sûrement, un garde-manger pour pouvoir recommencer à faire mon canage. Fait que quand les grands chefs, ils disent qu'ils détestent les aliments transformés, puis qu'ils adorent aller au marché Jean Talon, moi, je me dis, oui, moi tout, à mort les aliments transformés. J'essaie vraiment de faire comme, moi, je suis comme, mon Dieu, j'ai plus de nom de chef dans la tête. Je suis comme Gordon Ramsay, là, je vais au marché chaque semaine. Mais, malgré tout, comme t'as amené, je pense que le plus grand cadeau que le podcast m'a offert, c'est l'opportunité de juste prendre une pause puis de réfléchir à nos systèmes alimentaires. Puis c'est comme ça que je suis tombée sur un essai de Rachel Loudon. Fait que c'est une historienne culinaire qui a souligné la vérité sur la façon dont les générations passées vivaient, puis a illustré ce qu'était la vie avant l'industrialisation. Fait que l'article, comme d'habitude, je vais le link. Honnêtement, là, il est vraiment pas bien écrit. Genre, tu sais, au secondaire, là, il disait intro, paragraphe 1, 2, 3, conclusion, là. Ouais. Il y avait pas de ça, là. C'était beaucoup d'idées pitchées un peu partout. Je pense que si un prof de français l'avait assis ou un prof d'anglais puis il avait dit intro,
Paragraphe 1, 2, 3, conclusion. Ça aurait été un excellent article. Il est un peu étrange à lire. Fait que je vais vous dire quand même le gist. Fait que, pour nos ancêtres, là, dans le temps, là, naturel, c'était dégueu. Le poisson frais, il puait. Le lait frais, il devenait aigre. Les œufs, ils pourrissaient. Les fruits, avant qu'on se mette à vraiment faire pousser l'agriculture, ils étaient incroyablement acides, puis les légumes, incroyablement amers. Fait que nos ancêtres, ils ont dû suer toute leur vie pour créer des oranges douces puis des pommes croquantes. Ils devaient moudre, tremper, cailler puis fermenter pour que les ingrédients frais les empoisonnent pas. Aussi simple que ça, ils voulaient juste pas être empoisonnés par un bout de poisson. Fait que le bonheur puis la richesse, c'était pas un panier de légumes frais. C'était un garde-manger plein d'aliments transformés. Les gens adoraient aussi les mets qui étaient déjà cuisinés par quelqu'un d'autre, le plus populaire étant le pain. OK. Puis il faut penser que c'est à une époque où est-ce que les maisons ils brûlaient à rien. Il n'y avait pas accès à l'électricité, puis il fallait vraiment conserver la chaleur. Fait que le pâtissier du village était la personne la plus importante dans le village. En plus de ça, les gens qui préparaient auparavant la bouffe étaient pauvres, puis ils n'étaient pas en mesure d'en profiter. Tout ce qui valait la peine d'être consommé allait directement aux gens riches qui pouvaient se le permettre. Fait que pendant que les grands chefs ils considèrent les aliments transformés avec mépris, parce qu'ils les mettent tous dans le même paquet, ils oublient tout le bien que le modernisme culinaire a apporté aux gens. On a maintenant accès au thé, au sucre, au chocolat, aux fruits et aux légumes en conserve, puis on a accès à ça toute l'année. Même si j'y vais sans électricité, je pourrais quand même avoir une diète variée. Les femmes, ils sont plus obligées, comme tu as dit, de rester à la maison pour nourrir leurs enfants 3 repas par jour, 365 jours par année. Ils ont eu la possibilité, s'ils voulaient, de rejoindre le marché du travail ou de passer plus de temps avec les personnes qu'ils aiment. Ils ont eu le pouvoir du choix. Puis les gens de plein de classes économiques différentes, ils peuvent manger les mêmes plats internationaux à la maison, comme des pâtes sèches de haute qualité, puis des tomates, même San Marzano, en conserve. Puis ils peuvent célébrer et profiter de belles traditions qui incluent de la vraie bonne bouffe. À Winnipeg, par exemple, les chips Old Dutch, ils sont considérés comme un élément essentiel du bon vieux party manitobain, au même titre que le pain de seigle, les kielbasa, les cubes de fromage puis les pierogies. Je tiens à dire, là, s'il y a qui que ce soit qui fait un party manitobain, là, on peut-tu m'inviter? Hey, ça a l'air... envoyez-nous un texto, on s'arrange. L'industrialisation puis les aliments transformés, ils nous ont donné l'opportunité d'être autonomes puis libres. Puis là, est-ce que je suis en train de dire que nos systèmes alimentaires, ils sont parfaits? Non. Faites pas des petits snippets de ce que j'ai dit là, pour faire un react sur TikTok. Là. Il y a quand même des nuances à apporter. Ce que je dis, c'est qu'on doit arrêter d'avoir honte de manger des aliments transformés et de pas manger comme nos ancêtres mangeaient, parce que le ludisme culinaire, il glorifie une histoire qui a jamais existé, puis qui pousse les gens dans un mode de vie insoutenable. Les gens qui réussissaient à bien manger dans le passé étaient incroyablement riches. Et de nos jours, comme tu as dit, il faut être extrêmement privilégié pour pouvoir aller au marché Jean Talon chaque semaine. Parce que les autres ouvertures, ici, c'est pas trop pire, mais St. Lawrence, là, sont jamais ouverts la semaine au-delà de 5 heures. Ah, ben oui. Fait que si tu travailles temps plein, tu peux pas y aller, tu sais. C'est aussi un gros privilège de pouvoir acheter local, de faire toute sa bouffe puis ses cannes soi-même, puis de manger en suivant les saisons. Oui, j'allais dire, notre climat nous permet pas de manger de tout localement tout le temps. Parce que... Puis, dans ma famille, on est extrêmement chanceux. On fait du canage quand j'étais jeune, puis tout, mais c'est parce que, c'est très important à souligner, on était privilégiés. On avait un chalet familial qu'on avait construit en sachant qu'on allait revenir à faire du canage, parce que c'est une tradition de la famille, et on avait une chambre froide. Ah, ouais, il y a combien de personnes de 20-24 ans tu connais qui ont une chambre froide dans leur appart, hein? Non. Mon ancien appartement à Montréal, là, il a fallu que je duct tape les fenêtres, parce que sinon j'avais trop froid et ça coûtait trop cher d'hydro. Tu penses-tu que j'avais une chambre froide là-dedans, toi? Ouais. Mon salon était ma chambre froide. Fait que, ici, je vous invite juste à réfléchir par vous-même à la relation que vous voulez avoir avec les éléments transformés. Personnellement, j'ai fini, là. Je suis tannée de me sentir mal, de vivre la vie qui est accessible pour moi. J'ai
aucun intérêt à vivre de la terre, off-grid, puis de passer 1 an sans sucre ou café. Moi, ça va, là, je suis tannée de tout ça, là. Fait que d'acheter des pâtes sèches, des mélanges à muffins, puis des fruits congelés, ça me donne l'opportunité d'avoir une diète complète, de pas avoir le scorbut, puis de passer mes fins de semaine à lire, puis à essayer des petits cafés, puis à écouter des documentaires bizarres. Récemment, j'ai écouté un documentaire sur le Krav Dinner. Ah! C'était un documentaire sur le Krav Dinner, hein? C'était intéressant. Puis c'est juste d'avoir cette option-là, c'est quelque chose dont je suis extrêmement reconnaissante. Donc, s'il y a quelque chose que vous devriez faire cette semaine, premièrement, vous pouvez écouter le documentaire Jaune-Orange. C'est une option. Mais aussi, allez dans votre garde-manger, puis dites merci à chaque élément que vous n'avez pas eu à transformer vous-même. Puis après, allez acheter des chips. Je t'ai vu Marie Kondo style, là. Toutes les sortir. Non, mais le prendre, puis là, donner un câlin, dire merci, puis le remettre. Honnêtement. Une canne de sauce automate, merci. Honnêtement, là, depuis que j'ai lu ça, j'ai fait plus de recherches, parce que, j'ai à dire, l'article initial était très confusant. Puis oui, j'ai décidé que confusant était un mot. Confondant, qui est le vrai mot. Je sais, mais confusant me fait rire. Mais moi, c'est parce que toute ma vie, j'étais genre, il n'y a pas de mot pour confusing, ça marche pas. Puis quelqu'un m'a dit confondant. Puis j'étais genre, câline, il y en a un. Mais moi, c'est ma famille qui sont genre, tu perds ton français, là, tu dis confusant. Puis je suis comme, malheureusement, là, roll the tape. Je disais ça quand j'étais jeune aussi. Là. Mais je trouve juste que c'est un terme drôle. Depuis que j'ai lu l'article initial, il y avait des réactions à l'article de Rachel Lawton. Ça m'a vraiment aidé à clarifier, là. Puis, je me suis mis à acheter juste des mélanges à muffins. Puis ce que ça a fait, c'est que cette semaine, j'ai fait plein de muffins aux bananes, où est-ce que j'ai rajouté plein de noix de Grenoble. Puis là, j'ai des bons déjeuners pleins de protéines. Puis j'ai réussi à faire ça pendant mon heure de lunch au bureau. Mm-hmm. Tu sais, je travaille de la maison, mais ça a juste tellement mis ma vie plus facile. Fait que oui, je vais Marie Kondo mes mélanges à muffins. Je les adore. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens, moi, je prône souvent que tout est dans l'équilibre. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Il y a des journées où ce que je vais vouloir essayer de faire des cinnamon rolls from scratch. Puis il y a d'autres journées où j'ai pas le temps, puis je vais être bien contente de manger mon restant de riz avec des brocolis congelés, puis une canne de thon, puis mélanger ça avec un peu de sauce soya, puis sriracha, puis let's go. Genre, j'ai les trois... tellement bon, là. Ben oui, c'est ça, t'as tout ce qu'il faut pour avoir un repas nutritif complet qui va te garder soutenu pour plusieurs heures. Puis tu vas avoir tes oméga-3, tu vas avoir tes vitamines, tu vas avoir tout ce qu'il faut. Fait que je pense que les produits en canne, puis les produits congelés, puis tout ça, ça a vraiment de la valeur. Puis souvent, là, écoute, moi, dans ma vie, là, parce que je suis passionnée de bouffe, je lis souvent les articles qui disent la même affaire, là. Puis mais je sais pas pourquoi je continue à les regarder, là. Je pourrais les écrire juste de mémoire, là. Souvent, ils parlent de comment sauver de l'argent dans les épiceries tout en mangeant bien. Puis le conseil qu'ils donnent le plus, que j'haïs le plus, c'est pour sauver de l'argent, achète des fèves sèches, des beans sèches, puis fais-les cuire toi-même. T'as-tu déjà essayé de faire ça? Ah, plusieurs fois. La réalité, là... Je viens peut-être casser ton affaire, mais vas-y. Tu fais ça, toi? Ben, récemment, j'ai fait une salade de pois chiches, puis c'est avec des pois chiches que j'ai réhydraté moi-même, puis que j'ai fait cuire. C'est long, mais moi, je mets ça dans le croque-pot, là, puis ben, c'est ça. terminé. Mais faut quand même les réhydrater, faut quand même, après ça, les mettre dans le croque-pot. Ça a pris combien de temps les faire cuire dans le croque-pot? En tout, ça a pris la journée de 8 heures. Fait que, tu sais, ben, c'est ça. C'est sûr que si le but, c'est d'avoir une petite salade avec des pois chiches rapidement, t'es mieux d'ouvrir une canne, mais... c'est sûr que les sèches, ça va se conserver encore plus longtemps, mais en même temps, une canne, c'est... Ben, tu sais, l'avantage de sec, c'est que tu sauves de l'argent, oui. Tu sauves des scènes. À moins que tu manges vraiment beaucoup de fèves. Tout le temps, moi, je mange... Peut-être si on est généreux, là, 3 cannes de fèves par semaine. Fait que c'est un gros 3 piastres par semaine pour avoir des protéines complètes pleines de fibres. Puis là, vraiment, le producteur t'aurait écouté, puis genre, elle en mange pas tant que ça. Mais tu sais, c'est ce qu'il y a le plus généreux, là. J'aime le chili avec des lentilles, j'aime des tacos avec des fèves. Un de mes mets préférés, là, que je fais tout le temps, là,
C'est un mélange Old El Paso avec des patates douces puis des fèves noires. Puis la vitesse de préparation, si tu coupes tes patates douces en petits cubes avant de les faire cuire, puis tu prends tes fèves noires qui sont déjà prêtes dans la canne. Ouais, c'est vrai que c'est sûr qu'en plus, si t'en manges plusieurs fois, tu sais, avoir la canne, t'as juste à l'ouvrir, là. Fait que, ben, puis, je pense pas que c'est la chose la plus chère au monde non plus. Tu sais, je veux dire, est-ce que l'économie entre acheter des fèves en canne puis des fèves sèches est assez significative? Ben, surtout si tu comptes... En fait, moi, je ferais la mesure de... en fait, il y a deux mesures importantes. Il y a la mesure logique, puis il y a la mesure subjective. Mais la première, c'est si tu les achètes, puis tu les fais toi-même. Puis on dit que le temps actif de cuisson, là, ça, on prend ton salaire minimum wage. Est-ce que ça valait le coup dans la différence de prix? Déjà là, je sais que si tu fais la maths rapide, non. Après ça, ceci est un élément nutritif qui est bon pour toi. C'est plein de fibres, plein de protéines. Si tu achètes les fèves sèches, est-ce que tu vas les faire? Moi, je pense que c'est une mesure-là qui est la plus importante. Parce que moi, la réalité, c'est que j'ai plein de fèves sèches chez nous. Là, puis ça fait des années qu'ils restent là. Puis je les utilise comme poids quand je fais des tartes. C'est la seule, utilité. Tu vois, moi, je suis pas d'accord pour le simple fait que mettre de quoi dans le croque-pot, pour moi, c'est comme faire faire du lavage, là. Tu mets ça dans la laveuse, puis t'as pas à y penser jusqu'à temps qu'il faut que tu le sortes, puis tu l'étendes. Fait que, tu sais, même affaire, tu mets dans le croque-pot, tu mets de l'eau, tu passes ça, je pourrais legit travailler au bureau, puis revenir après. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut penser de le faire, mais moi, en tout cas. Je pense que c'est plus autonome que moi, parce que moi, j'oublie souvent. Mais c'est ça. Quand même, c'est un sujet qui est quand même intéressant parce que moi, ce que j'aime dans les articles comme celui de Rachel, c'est que il n'y a pas de réponse finale. Faut choisir ce qui accommode le plus ton mode de vie. Donc, toi, le croque-pot, c'est un excellent moyen, comment dire, de manger une diète complète puis de faire les éléments transformés qui t'accommodent le mieux. Tu sais? Puis j'aime vraiment ton idée de recette de fèves, de thon puis de hot sauce. Ça me titille. En tout cas, tu sais, je pense que c'est bon de juste considérer comment tu manges sans culpabilité, puis de voir que la bouffe que tu manges a pas de valeur morale. Puis il y a personne qui est mieux que l'autre parce que ils font leur part eux-mêmes la fin de semaine. Tu sais, il y a quelqu'un entre les deux qui a juste plus de temps que l'autre ou qui choisit de passer son temps à cuisiner. C'est ça, le choix. T'sais, parce qu'il y en a pour qui la cuisine, puis faire ça, ça va être une source de bonheur, ça va être peut-être un moment en famille ou avec un être cher, tant mieux. Puis il y en a que c'est juste, tu sais, qui... j'allais faire une joke avec Captain Holt dans Brooklyn Nine-Nine. Là. Lui, il voulait que, tu sais, si tout pouvait être un smoothie beige qui lui donne tous ses nutrients, tous les nutriments, ben il prendrait ça. Fait qu'il y en a qui vont pas nécessairement prendre plaisir à faire leur pâte maison, tu sais. Fait que ben c'est ça. Faites-vous pas chier avec ça, là. Le plus grand pouvoir du modernisme culinaire, c'est le pouvoir du choix. Exact. Fait qu'il faut vraiment se détacher du ludisme culinaire puis voir la vie qu'on veut nous-mêmes avoir. Aussi simple que ça. Fait que là, ça, c'était le segment de la semaine où est-ce que je parle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui nous écoute, ce qui est mon activité préférée. Mais j'ai encore quelques petites questions pour toi. Fait que de toutes les chips qu'on a essayées aujourd'hui, c'est lesquelles tes préférées? 110% sel au ketchup, yum yum. Ouh, OK. Sauce, not sauce. Net frais de sec de même. Moi, à la surprise de personne, c'était les hard bites. Parce que de toute la gang, on a reconnu que je suis pas quelqu'un qui mange de la bouffe en grosse quantité. Il y a rien qu'on a mangé sur le podcast, à part les bagels, que j'ai fini. Souvent, je les gardais pour plus tard. Tandis que les hard bites, là, je vais finir mon petit bol. Là. Après ça, je vais sortir du studio, là, qui est juste ma forme, puis je vais aller manger le reste du sac. Je les aime vraiment beaucoup. Puis, admettons que tu pouvais créer ta propre saveur de chip, ce serait quoi? Hey, j'ai vu la question venir, puis soit je suis pas inspirée ou soit je suis satisfaite avec la sélection qu'il y a, là. Mais je trouve que... Puis encore une fois, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai le goût de dire genre, hey, on l'a fait, là. On a trouvé toutes les sortes. Il y a pas...
Mais en même temps, quelqu'un va dire chip de panais au... c'est quoi déjà? Quelque chose de framboise? Chipotle les framboises! Chipotle les framboises. Puis je suis genre, intéressant. Ouais, c'est vrai. Fac, je pense que j'ai juste pas assez la créativité pour le faire, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai goûté au Sweet and Spicy Ketchup de Miss Vicky's, puis je suis genre, il n'y a rien qui va topper ça. C'est Il n'y a ça, t'es rien satisfait. au monde. Il n'y a pas une chip qui va à côté cette saveur parfaite et cette texture extraordinaire. Donc, pour moi, c'est comme, ça sert à rien. C'est fini. Un combat perdu d'essayer de trouver un autre chip. Et ceci étant dit, Miss Vicky's, je peux me faire un P.O. Box si vous voulez m'envoyer des chips. Je me fais la porte-parole officielle. Ça va me faire plaisir. Puis moi, je peux être votre mascotte. Mais tu vois, en fait, t'amènes un bon point. Moi, je me trouvais vraiment hot. J'avais créé une sorte de chip. Dans le fond, il y a un mélange d'épices qui s'appelle tahine, que Oui. c'est genre épicé. J'ai jamais goûté, mais sur les fruits, c'est bon, ces affaires-là, apparemment. Oui. Vas-y, Ça fait des mois qu'à chaque semaine, je le mets dans ma commande d'épicerie. Ils disent que c'est disponible, puis ils me le livrent pas, puis ils disent que c'est plus disponible. Je pense qu'ils sont cachés quelque part dans le magasin, puis ils savent pas c'est où, là. Je suis sur le bord de sortir dehors juste pour les acheter, parce que genre, je crave ça. Fait que c'est comme épicé, fumé, avec une touche de lime. Fait que moi, je voulais des chips style nachos, avec du tahine dessus. Après, moi, je me sentais vraiment hot. Je pensais que j'allais créer une révolution. Juan m'a dit que ça existe déjà. Ça se vend aux États-Unis. Puis, mais il y a eu un dénouement très, très positif. En ce moment, ma famille s'en vient pour me visiter à Toronto. Juan, il m'a acheté un sac de chips au tahine, puis ils sont en chemin vers Toronto, alors qu'on parle. Fait que je vais avoir encore plus de chips chez nous. Mais c'est la première fois où on crée quelque chose d'hypothétique, puis finalement, on a la chance d'y goûter, genre. Full circle moment, baby. Moi, je suis tellement excitée, là. Je me suis acheté des avocats. Je suis prête pour ça, là. Fait que moi, ce serait vraiment ça, ma sorte de chip. Puis après ça, je suis un peu dans la même position que toi. Je pense que les chips à la fonte chinoise sont juste tellement bonnes que la seule distinction que je pourrais peut-être penser, c'est que je voudrais qu'elles soient cuites à la marmite. Mais encore là, je les trouve tellement bonnes telles quelles. Puis malgré la texture, je mangerais un sac complet, pas de problème. Fait que je pense qu'ils sont juste exquises telles quelles. Là, malheureusement, on est rendu au bout du sac de chips. Fait que qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Je pense qu'on l'a fait en beaucoup plus de temps que la version. Oui! Une heure de plus! On a fait le tour. Je ne savais pas que le monde des chips était si... spicy. Ouais, je savais pas qu'il y avait autant de controverses, autant de choses à dire, Colin de Ben oui. Mais écoute, je suis contente qu'on a fait on a peut-être même pas fait le tour, mais bon, on a essayé, on aurait essayé. Je tiens à dire, il y a encore bien des trucs à checker. Tu peux checker Old Dutch, tu peux checker, oh mon Dieu, si tu penses que t'aimais pas Yum Yum avec leur mascotte, là, il y a Frito Bantito, un personnage mexicain de Frito-Lays qui volait les chips des gens. Je fronce les sourcils. Il y a des vidéos en ligne, il y a bien des affaires. Fait que moi, je recommence de regarder le livre de Janice Thiessen pour avoir plus de détails là-dessus. Mais je vous dis, c'était probablement, sans aucun doute, l'épisode le plus dur que j'ai jamais écrit parce que il y a pas beaucoup de statistiques sur les chips, c'est quand même sparse comme information. Puis il y a juste tellement de drames dans le monde des chips. Genre, je peux pas croire qu'il y a autant de drames. C'est vraiment pire que l'heure de la vérité à OD. Je sais pas, je trouve ça vraiment titillant, intéressant, parce qu'à chaque fois que tu te rattaches à une compagnie, tu vois que les pratiques sont pas toujours parfaites. Malgré tout, je suis quand même vraiment contente de vivre au Canada et non pas aux États-Unis. Parce que, clairement, je suis entourée de plein de monde qui ont du goût. Yes. Et là, moi, je ne pourrais pas vivre sans les chips au ketchup. Puis, moi, je réalise que c'est maintenant une grenade dans notre relation. Les chips au ketchup, c'est maintenant un trigger très important. je vais faire attention à ce que je dis, même si je les aime beaucoup. Mais là, c'était aussi un épisode spécial parce que c'était le dernier de la saison. Fait que, de tous les sujets qu'on a couverts, Timbits, pizza, sirop d'érable, bagel,
tarte au beurre et chips, c'était lequel ton préféré? Je pense que, en tant que fière Québécoise, je vais dire le sirop d'érable. Ah, miam. Ouh! Hey, je repense à ce qu'on a mangé à cet épisode-là. Là. Notre vie est dure. Hein. Mais Vraiment difficile. tu vois, moi, d'un point de vue purement culinaire et culturel, j'ai adoré l'épisode sur la pizza parce que c'est là que j'ai commencé à comprendre que la cuisine canadienne, c'était juste des curveballs multiculturels, puis tu pouvais vraiment pas t'attendre à quoi que ce soit. Oui, ben tantôt, je me souviens pas de qu'est-ce qu'on disait, mais ça m'a refait penser à ça, à l'épisode sur la pizza. Là, je pense que c'était comme les saveurs aigres-douces. On avait-tu parlé? Oui, je pense avec la sauce de Donair, justement, qu'on avait parlé de... La sauce Donair, les bagels saveurs. Ont des tendances aigres-douces aussi, parce que c'est sucré un petit peu, je sais pas, il y a un peu de aigre-doux. C'est aussi simple que ça. C'est comme aussi la pizza hawaïenne. Tout dans la cuisine canadienne, c'est comme l'épisode de la pizza où est-ce que j'ai commencé à comprendre que les deux seuls points communs, c'est que c'est disjoncté et c'est aigre-doux. C'est le seul fil de connexion, comme les chips au ketchup. Techniquement, c'est un peu aigre-doux. Absolument. Il n'y a pas de limite à tout ça, quand même. Yes. Puis de tout ce qu'on a mangé, c'était quoi ton truc préféré? J'aimais déjà ça, je le sais. Je pense que la pizza hawaïenne, l'avoir faite maison, était fraîche. Il y avait autant de fromage que le cœur m'en disait, là, en tout cas. Je pense que c'était ça, mon préf. Moi, honnêtement, là, ça m'a choquée. Là. Je pensais jamais il y a 3 mois que j'allais dire ça. C'est le bagel sésame, tel quel. Puis aussi, ce que j'avais créé après avoir enregistré, tu sais, je l'avais dit, j'avais du fromage à la crème, ou de la crème de fromage de très bonne qualité. Puis j'avais de la confiture au baie de Saskatoon. Oui. Tu l'as goûté? Ça doit être... Oui, en effet, ça C'était tellement bon. Puis surtout avec la qualité des bagels montréalais qui m'a comme complètement abasourdi. Ça a été vraiment la plus belle surprise, je pense, de toute l'exploration de la cuisine canadienne. C'est à quel point j'aimais les bagels au sésame. Ouais, ça, c'est mon préféré. Je suis contente. Je me souviens t'avoir peut-être un peu influencé, un peu expliqué le bagel au sésame. Alors, je porte ça comme un badge d'honneur. Et c'est sur cette fierté que je vous remercie tous à la maison d'avoir écouté la première saison du podcast de la bouffe canadienne. On espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, laissez un avis 5 étoiles en ligne. Faites-nous savoir ce que vous avez adoré, ce que vous avez vraiment détesté. Est-ce qu'il y a un mets qu'on doit absolument couvrir dans la 2e saison? Là, tout le monde va dire poutine. On s'en vient avec ça. Est-ce qu'il y a de la bisbille que j'ai pas encore entendue? Moi, là, je suis là pour les... Here for the drama. Wouhou! Tant que c'est pas moi qui l'ai causé, je veux tout entendre. Fait que, parlez-nous de ça par courriel à lepodcast.labouffecanadienne@hotmail.com. Vous pouvez aussi regarder notre site, le blog de labouffecanadienne.ca. La prochaine saison du podcast va probablement avoir des invités. Donc, si vous êtes un chef canadien ou québécois ou un expert sur le monde culinaire canadien, puis vous aimeriez venir sur le podcast, envoyez-moi un courriel pour qu'on s'arrange un petit quelque chose. Puis finalement, si vous aimeriez écouter le podcast de la tête aux pieds en anglais, The Canadian Food Podcast est disponible en ce moment sur la même plateforme que vous venez de pogner ce podcast-ci. Allez l'écouter. Si vous voulez voir une auteure québécoise essayer de communiquer en anglais, ceci est le désastre pour vous. Et revenez-nous dans quelques mois pour la saison 2 où on va parler encore plus. OK, c'est tout. Bye bye. Bye.